14 décembre dernier. Une tempête dont les conséquences dévastatrices pour la population et le territoire sont d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Donc vous le savez, les dégâts sont toujours en cours d'évaluation, sont déjà jugés catastrophiques et durables, et à ces dégâts considérables s'ajoute un bilan humain dont nous ne connaissons toujours pas l'ampleur du nombre de blessés et de pertes humaines. Donc au nom de Cap Atlantique, la Bulgarie Aglo, je tiens et nous tenons à exprimer notre soutien à l'ensemble de nos compatriotes mahorais et à les assurer de notre soutien pour les aider à surmonter cette terrible épreuve. Nous aurons l'occasion, et ce que je vais proposer avec les maires du territoire de l'Aglo, de discuter ensemble des actions à envisager pour que nous puissions participer à l'élan de solidarité globale et venir en aide à la population. Je vous propose donc, et je vous invite, que nous observions une minute de silence en hommage aux victimes et en signe de soutien à la population de Mayotte. Et si vous voulez bien, je vous demande de vous lever et que nous consacrions une minute de silence. Je vous remercie. Alors, pour ouvrir notre séance et le point des délibérations, je propose de désigner comme secrétaire de séance Claudie Lelec, si elle en est d'accord. Très bien, merci Claudie. Donc il nous faut donc approuver le compte-rendu de notre séance du Conseil du 7 novembre 2024. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation, mais je vais le mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est donc approuvé. Le premier point qui va vous être présenté, et je laisserai Nicolas Rivalan nous faire donc le rapport annuel et le plan d'action qui s'est déroulé sur l'année 2024 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nicolas. Merci Président. Donc, comme tous les ans, en fait, nous devons présenter le rapport annuel et le plan d'action là, donc sur l'égalité professionnelle entre les hommes, entre les femmes et les hommes. Sur la petite synthèse qui vous a été, je ne sais pas si la diapo est projetée, non. Donc, grosso modo, pour faire simple, donc on a une situation au sein de l'aglo, une répartition hommes-femmes dans les effectifs qui est très équilibrée. Nous avons 40, si la diapo elle est affichée là. On a 49% d'hommes pour 51% de femmes, donc c'est quasiment égalité. Les salaires moyens mensuels sont sensiblement équivalents, hein, 2451 pour 2432 pour les hommes. Un équilibre sur des postes de direction. Donc les postes de direction, effectivement, on a l'égalité parfaite, hein, 5 hommes, 5 femmes. Et par contre, on voit plus de femmes représentées dans les postes de chef de service que les hommes. Donc 22 femmes pour 10 hommes. Et également, on voit un déséquilibre dans la part du travail partiel. En fait, on a 16% des femmes en travail partiel contre 3% pour les hommes. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est les actions qui ont été menées au sein de l'aglo. Donc, on a eu en 2024 l'aménagement du temps de travail, donc pour favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. 130 agents ont bénéficié d'une semaine de 4 jours et demi ou de 4 jours, de 4 jours sur 5 en 2024. Et tous les agents ont eu une formation qui est dispensée, qui est offerte à tous les agents sur la lutte contre les discriminations. Il y a quand même 280 sur 320 en fait agents qui ont été formés.
On a eu également la formalisation des procédures pour favoriser les recrutements non genrés. Donc, on a mis une procédure pour recruter. Ça peut être une femme, peut être un homme. C'est pas forcément recruter que des femmes ou que des hommes. C'est de façon à ce que ce soit le plus égal possible. Et puis en 2025, on verra comment on a fait en 2023 et la relance du baromètre social, qui nous donne un peu la température des agents. Enfin, ça nous donne comme une approche. J'ai perdu le temps, je trouve pas le mot, mais ça va bien. L'ambiance, en fait, voilà. Merci. L'ambiance qu'on a au sein des agents de CAP. Donc, avec des questions qui seront sur la perception de l'égalité femmes-hommes dans la collectivité. Voilà. Donc, c'était pour vous donner, donc, le rapport complet, il est en pièce annexe. Voilà, c'était de vous en preniez connaissance et puis de prendre acte, en fait, de ce rapport. Je sais pas si vous avez des questions. Merci Nicolas Rivan. Est-ce que vous avez des observations ou points ou interrogations sur ce rapport? Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'observation, je vais faire voter que le rapport annuel a bien été présenté. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Le point numéro 2, donc je vais mettre en vote tacite. Donc là, il s'agit de la décision modificative numéro 4 concernant le budget principal 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, décision modificative numéro 4 relative au budget annexe eau potable 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Décision modificative, point 4, décision modificative numéro 3, budget annexe assainissement 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et point 5, décision modificative numéro 1, budget annexe du SPONC 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 6 va nous être présenté par Hubert Delorme. Donc là, il s'agit du vote du budget primitif 2025 relatif donc au budget principal. Hubert. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer d'être fidèle à ma ligne de conduite qui est la brièveté pour éviter d'embêter tout le monde. Il y a une présentation qui va vous être proposée. Ben, ça devrait apparaître très prochainement. Nous avons vu ensemble en conseil communautaire le rapport d'orientation budgétaire et nous avons débattu lors d'une séance précédente sur les opérations. Eh bien, vous avez aujourd'hui ce qui est soumis à votre vote, hein, c'est le budget primitif pour l'exercice de l'année prochaine. Alors, vous connaissez tous l'environnement et la situation du gouvernement français, où le gouvernement précédent qui avait a pris un certain nombre d'options. Je veux dire qu'aujourd'hui on n'est pas beaucoup plus avancé. Les services malgré tout ont poursuivi leurs efforts et leurs calculs, et donc vous avez ici sous les yeux les budgets consolidés. Donc vous avez le budget principal ainsi que les 7 budgets annexes, sachant que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous avons un nouveau budget qui est le budget transport, ce qui fait que globalement, entre guillemets, si on voulait comparer aux exercices antérieurs, il faudrait retirer le budget transport parce que c'était pas exactement dans les mêmes façons. Mais voilà, vous avez donc ici le budget consolidé qui nous donne un ensemble global de près de 167 millions d'euros,
120 millions de budget de fonctionnement et 46 millions 661 000 d'investissement. Sur les investissements dans le budget principal, il y a 18 millions. Et puis les autres montants d'investissement sont sur les différents budgets, mais comme vous pouvez le constater au regard du tableau qui vous est proposé, il y a beaucoup de gens en dehors du budget principal qui est affecté à l'assainissement et à l'eau potable. Bon, je veux dire que c'est vraiment les gros morceaux des budgets cette année. Je vous propose de passer à Voilà, vous avez ici une vision globale par politique du budget principal, ce qui vous donne un petit peu les montants des enjeux. Vous avez des petits notas en dessous qui sont importants, parce que la politique ressources regroupe bien entendu les ressources humaines, qui est un budget significatif. Le vice-président en charge des ressources tout à l'heure nous disait qu'on avait environ 320 agents sur la commune, donc effectivement les ressources humaines représentent un montant important, mais dans cette politique de ressources, nous avons aussi les bâtiments, l'informatique et la communication. Donc ce budget ressources, budget de fonctionnement 19 millions et demi, investissement 2 millions 5. La solidarité territoriale, qui est un axe majeur de notre municipe, c'est-à-dire que ce sont les fonds de concours, la dotation de solidarité, le FPIC qui est vous savez, une contribution qu'on fait au comité d'agglomération plus pauvre. Le SDIS, c'était la recentralisation et la prise en charge par la communauté d'agglo d'un certain nombre de surcoûts liés au fonctionnement du SDIS. Donc, un budget important de 10 millions en fonctionnement et 1 million 100 en investissement. La mobilité, qui est aussi un des axes majeurs de la communauté d'agglo, avec 4 millions 8 de fonctionnement, 1 million 100 en investissement. Et puis donc le sport pour 1 million 8 en fonctionnement, 1 million 569 000 en fonctionnement. Le tourisme en fonctionnement, vous savez qu'on a une SPL dédiée, pour 3 millions 81 000 avec moins d'investissement cette année, mais on en avait fait l'année dernière. L'eau, ce sont en fonctionnement, c'est donc la part de l'agglo, donc 582 000 en fonctionnement, 2 millions en investissement. Le développement économique, 1 million 100 en fonctionnement, 1 million 608 en investissement. Et puis les autres budgets, aménagement équilibre social de l'habitant, 676 000 et 2 millions en investissement. Au titre de la culture, un peu moins de 500 000 euros en fonctionnement, 2 millions 100 en investissement. Et enfin, sur la politique environnement économie primaire, 918 000 euros en fonctionnement et 742 000 en fonctionnement. Voilà un petit peu la vision globale. Alors, les perspectives et la prospective 2025, 2026, 2027, eh bien, vous avez en encadré en haut à gauche l'hypothèse retenue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un environnement incertain vis-à-vis de l'État. Nous, dans nos calculs, on a pris une charge de 800 000 euros dans nos comptes. Et puis donc, vous avez un certain nombre d'indicateurs sur des projections à terme. Bon, en résumé, la situation est tout à fait convenable, comme j'avais pu vous le souligner lors du débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire que les indicateurs de solvabilité, les indicateurs d'épargne nette sont toujours tout à fait favorables et dans les lignes qu'on s'était fixées. C'est-à-dire que sur l'évolution de l'épargne nette, sur le petit diagramme que vous avez en bas à gauche, eh bien, on s'était fixé un seuil en deçà duquel il fallait pas aller, qui était de 5%. Je veux dire, même sur les projections jusqu'en 2027, on est toujours au-dessus. Et puis la solvabilité, c'est-à-dire que c'est sur
l'endettement de la communauté d'agglomération, ben, je veux dire que on est tout à fait convenable et on reste largement en dessous du seuil que nous nous sommes fixés, qui était à 8 années, mais qui lui-même, ce seuil est largement inférieur à ce que l'État considère comme problématique. Donc, ça, c'est la note d'optimisme dans les opérations, c'est-à-dire que nous avons une communauté d'agglomération qui, tout en poursuivant ses activités et en répondant aux besoins de la population, reste dans des environnements financiers qui sont stables, équilibrés et favorables. Alors, sur la programmation pluriannuelle d'investissement, ben, vous avez ici un résumé des montants qui sont en jeu, qui sont tout à fait significatifs. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'eau en général. Quand vous regardez entre l'assainissement, l'eau potable, les eaux pluviales, ben, vous avez déjà quelques dizaines de millions. La mobilité, qui est aussi un axe très important, 22 millions. Et puis les déchets, je veux dire qui sont tout à fait significatifs. J'attire votre attention sur le fait que dans notre budget déchets, nous avons déjà cette année, enfin au budget 2025, déjà des sommes qui sont engagées pour l'unité de valorisation que nous allons faire avec la communauté de Nantes, etc., où on dépense, je crois, cette année 1,2 million et qui représente un investissement extrêmement significatif, mais qui va nous permettre plus tard d'économiser sur le prix à la tonne des déchets qui sont produits. Donc aussi le conservatoire, donc effectivement qui est un gros morceau, et puis les fonds de concours qui sont importants. Vous savez que les fonds de concours étaient 1 million par an sur le municipal précédent. Nous avons décidé de le passer à 2 millions sur ce municipal, et en plus de ces 2 millions, nous avons alloué 9 millions au titre de fonds de concours complémentaires pour des équipements structurants. Et donc, effectivement, ça veut dire que nous continuons d'aider le territoire à fonctionner. Sur la situation de la dette, ben, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons une dette contenue. Bon, quand on regarde le chiffre 38 millions et demi, ben, ça représente quand même un montant tout à fait significatif. Vous l'avez bien compris, si vous regardez les deux camemberts les plus importants, ça concerne l'eau potable et l'assainissement. Hein, c'est vraiment là où il y a on a fait beaucoup d'emprunts parce qu'on a fait beaucoup d'investissements. Le budget principal qui représente 25%, et puis effectivement le budget GEMAPI qui pour l'instant est relativement contenu, mais on ne sait pas combien de temps ça sera à cette hauteur-là, s'il est possible que ça augmente un petit peu. Et puis le budget déchets qui, effectivement, je vous en parlais, avec l'unité de valorisation sur laquelle nous allons participer. Donc voilà, vous avez ici une synthèse globale, et puis vous aviez un certain nombre de documents pour étayer tout ça, mais pour vous dire que la communauté d'agglomération, je la connaissais pas, celle-là elle est très belle, mais effectivement là vous avez un certain nombre d'exemples d'allocations entre guillemets sur ce budget de 167 millions, sur les différentes ambitions du projet de territoire. En fait, on pourrait résumer les opérations en disant le projet de territoire dont l'agglomération qu'apporter l'agglomération, et ben je veux dire que on la poursuit, on la décline, et que nous fonctionnons et nous arrivons à apporter le service à la population qu'elle est en droit d'attendre. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions les uns et les autres, je suis à votre disposition pour y répondre. Très bien, merci Hubert. Alors sur cette présentation de budget, y a-t-il des interventions, des besoins de précision? Non, ce budget n'appelle pas de remarques, donc merci Monsieur Delorme pour votre esprit de synthèse et efficacité.
Bien écoutez, s'il n'y a pas d'observation, je vais soumettre au vote donc le budget primitif du budget principal 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc, le point numéro 7, là, il s'agit du vote budget primitif 2025 sur le budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 8, vote du budget primitif 2025 pour le budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 9, vote du budget primitif 2025, il s'agit du budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 10, vote du budget primitif 2025, donc budget annexe zone d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, vote du budget primitif 2025, budget annexe déchets. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 12, vote du budget primitif 2025, budget annexe GEMAPI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 13, vote du budget primitif 2025, budget annexe transport mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, attribution de compensation provisoire 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, modification de la perception de la redevance de l'Agence de l'eau sur les factures par eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 16, modification de la perception de la redevance de l'Agence de l'eau sur les factures par assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 17, reprise de la provision PAPREC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 18, règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 19, troisième programme local de l'habitat, modification règlement garantie emprunt de l'agglomération pour les opérations de logement d'intérêt communautaire. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 20 va nous être présenté par Michel Kellard. Il s'agit du troisième programme local de l'habitat sur une convention de pacte territorial France Rénov 2025-2030. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'agglomération s'est mobilisée depuis de nombreuses années aux côtés de l'ANA, Agence nationale de l'habitat, dans le cadre des dispositifs d'amélioration de l'habitat visant à lutter contre la précarité énergétique. En 2023, une étude a donc été opérationnelle, a été réalisée et a permis d'identifier les enjeux du parc privé. Conformément aux réformes de l'ANA de 2022, créant la marque France Rénov et instaurant au 1er janvier 2025 un nouveau service public de rénovation de l'habitat pour se décliner sur les territoires intercommunaux et en lien avec l'étude opérationnelle. Bon, ce pacte a été élaboré pour la période 2025-2030 avec l'ANA 44, l'ANA 56 et le département de Loire-Atlantique. La convention de pacte France Rénov, présente en annexe de la délibération, comprend 3 missions. Des missions de dynamique territoriale, des missions d'information, de conseil et d'orientation, et des missions d'accompagnement des ménages dans leurs projets de travaux. Donc la convention fixe par ailleurs des modalités de réalisation de ces missions, et vous tournez la page et vous voyez que la mission 3 sera confiée à un opérateur dans le cadre de marchés publics.
Les objectifs prévisionnels par année sont déclinés jusqu'en 2029. Les missions d'accompagnement également. Et vous avez la maquette financière qui indique les modalités de participation financière de l'ensemble de ces partenaires. Donc des sommes très importantes. L'ANA, 7 775 000 sur 5 ans, dont 1 264 000 de subventions à Cap Atlantique et 6 510 000 de subventions aux projets de travaux de ménage du territoire. Cap Atlantique, La Baule, Aglo, 2 264 900 sur 5 ans, montant des dépenses prévisionnelles maximum, déduction faite des subventions de l'ANA. Donc, objectif pour la collectivité, la mise en œuvre du pacte territorial France Rénov qui répond à ce triple objectif de Cap Atlantique. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, on vous demande de signer ce pacte. Voilà, Monsieur le Président, je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Très bien, Michel Kellar, merci. Donc, comme vous l'évoquiez, il s'agit d'accompagner certains ménages dans la transition énergétique de leur habitat. Et c'est une nouveauté pour l'aglo et qui vient conforter la politique, les politiques publiques qu'on mène sur le logement. Et puis à noter, Michel aurait pu le souligner ou le soulignera, dans le budget qui a été présenté, c'est globalement sur la ligne habitat un investissement annuel de 1 800 000 euros qui est fléché. Donc, nous traduisons notre volonté politique majeure sur l'habitat en termes de chiffres et de moyens pour permettre de répondre déjà à la construction de logements et à la rénovation des ménages les plus précaires de leur logement actuel. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de rajouter que cette enveloppe a beaucoup augmenté. Nous étions à 1,2 million les années précédentes et nous passons à 1,8 million. Voilà, donc Monsieur Hubert a été bienveillant. Merci, Michel. Avez-vous des réactions, des sujets par rapport à ce pacte territorial? Non, ça n'appelle pas de... Bon, eh bien, écoutez, je vais mettre donc au vote la convention de pacte territorial France Rénov 2025-2030. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21, donc troisième programme local de l'habitat, habitat privé. Là, il s'agit du règlement d'attribution des aides pour l'amélioration de l'habitat privé. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 22, il s'agit du changement d'affectation des logements mis à disposition par la ville de Camouel dans le cadre de l'accueil d'artistes en résidence. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 23, convention de mandat de gestion du service Vélicio 2025 lié à la location de vélos électriques. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 24, rapport annuel de la commission intercommunale d'accessibilité année 2023. Donc, il s'agissait là de prendre acte du rapport qui vous a été annexé. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Le point numéro 25, avenant numéro 4 au contrat de DSP Aqua-Guérande, Aqua-Piriac et Aqua-Herbignac, avec maintien des tarifs 2024 pour l'année 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 26, avenant numéro 4 au contrat de DSP sur la gestion du centre aquatique Aquaball, tarif 2025 et modalités de fin de contrat. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 27 pour la commune d'Herbignac et Cap Atlantique, La Baule-Guérande, Aglo et LAD. Il s'agit d'une régularisation foncière sur le giratoire sur la RD 47 au Pré-Gauvelin. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Le point numéro 28, il s'agit là aussi d'une régularisation foncière Kerly-Bérin à Herbignac, vente des parcelles cadastrées ZP 194 et 198. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 29 pour l'association de la mission locale Presqu'île Guérandaise. Il s'agit d'approbation, d'autorisation de signer la convention d'objectifs et de moyens. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 30, il s'agit là donc de la désignation d'élus communautaires pour siéger au sein de l'association mission locale de la Presqu'île Guérandaise. Comme vous le saviez, notre territoire avait cette particularité où la mission locale n'était pas rattachée à l'EPCI et à l'agglo, mais avait une convention avec chacune des communes membres, donc les 15. Du fait d'avoir pris en ce début de mandat la compétence emploi, formation-apprentissage, qui est portée par Emmanuel Dacheux, il convenait en fait d'accompagner une nouvelle modalité de gestion et de faire en sorte que la mission locale se retrouve avec un seul interlocuteur qui soit au niveau de l'EPCI. Il a fallu donc opérer quelques changements, même si les modalités de subvention restent identiques, c'est-à-dire que chaque année, la mission locale révise son montant de subvention en fixant un taux par rapport à la population de chaque commune. Et c'est donc l'agglo qui reversera la subvention à la mission locale à partir de 2025 et qui fera une diminution de votre attribution de compensation communale au regard de la population et du taux qui sera appliqué par décision de la mission locale. Donc comme nous sommes aussi, et vous l'aurez compris, à une échéance proche de nos mandats à plus d'un an, il convenait en fait de ne pas bouleverser la gouvernance qui était portée actuellement par la mission locale avec les représentants actuels, tout en sachant qu'il y a une nouvelle structure, une nouvelle organisation, puisque là, ça fonctionne par collège. Mais nous serons attachés à ce que l'ensemble des communes soient représentées dans les différents collèges. Donc là, ce qui nous est demandé ce soir, c'est de désigner les 6 élus communautaires titulaires qui représenteront Cap Atlantique, la Baule-Guérande Agglo au sein de la mission locale. Donc la liste qui vous est proposée de candidats désignés pour y siéger est donc Didier Cadreau, vice-président donc à l'économie, Emmanuel Dacheux, donc vice-présidente à l'emploi, la formation et l'apprentissage, Madame Sophie Douchin, donc élue communautaire de la Baule, Monsieur Laurent Chassin, élu communautaire de Guérande, Madame Claudie Lelec, élue communautaire d'Herbignac, et Madame Dominique Goulaine-Henry, élue communautaire de Saint-Liphard. Nous avons donc partagé ces éléments au dernier bureau communautaire du 19 octobre, qui a donc validé le transfert des contributions financières des communes vers l'agglo, donc Cap Atlantique. Donc il vous est proposé de soumettre au vote ces candidats. Alors je demande si toutefois il y a d'autres candidatures pour siéger. Il n'y en a donc pas d'autres. Et là j'ai besoin d'avoir aussi une position à l'unanimité pour que nous ne faisions pas un vote à bulletin secret. Donc, est-ce que vous approuvez de ne pas procéder au vote à bulletin secret? Alors, c'est mal tourné, hein. Enfin, c'est moi qui l'ai mal formulé. Qui est contre un vote à main levée? Qui s'abstient sur un vote à main levée? Donc, à l'unanimité, je vais donc mettre au vote avec la liste des élus désignés cette délibération. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Eh bien, écoutez, merci, c'est adopté
à l'unanimité sur la nouvelle composition des élus communautaires de la mission locale. Merci. Alors, le point numéro 31. Alors là aussi, nous sommes dans une désignation. Donc, c'est désignation des représentants de la communauté d'agglomération auprès de la gouvernance territoriale du réseau pour l'emploi. Donc là aussi, le contexte, c'est la loi pour le plein emploi adoptée au 18 décembre 2023, qui a donc institué une nouvelle gouvernance nationale et territoriale du service public pour l'emploi. Dans la même démarche, puisque nous avons pris la compétence emploi au début du mandat et portée par Emmanuel Dacheux, il convient avec nous de travailler en concertation et en local avec ce partenaire pour pouvoir organiser, coordonner et pouvoir répondre aux besoins des entreprises et des chercheurs d'emploi. L'agglomération à ce titre sera invitée donc au conseil, au comité départemental pour l'emploi, qui est co-présidé par l'État et le département et qui est axé essentiellement sur les politiques d'insertion. Donc parcours d'insertion des jeunes et des allocataires du RSA. Donc ce qui correspond exactement à la trajectoire et aux politiques publiques que nous portons et que Emmanuel porte dans sa délégation. Donc nous serons aux côtés de 6 autres EPCI, parce que l'emploi, l'apprentissage n'a pas de frontières géographiques. Donc les EPCI qui seront avec nous, c'est Saint-Nazaire-Agglo, Saint-Gildas-des-Bois, Pontchâteau, Estuaire et Sillon, Sud-Estuaire et Pornic-Agglo. Donc là, ce qui vous est proposé au titre de sa compétence dans les différentes instances, c'est de désigner comme titulaire donc Emmanuel Dacheux en qualité de vice-présidente à l'emploi, la formation et l'apprentissage, et de désigner comme suppléante Madame Rosanne Moreau, élue communautaire. Voilà ce qui vous est proposé. Donc, est-ce que toutefois il y aurait d'autres candidatures? Merci. Donc, qui s'abstient à un vote à main levée? Qui est contre un vote à main levée? Donc, à l'unanimité, je mets donc aux voix cette délibération. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Et c'est adopté donc à l'unanimité. Rapport numéro 32. Là aussi, il s'agit de désigner un représentant de l'agglo au collège des représentants des EPCI de Morbihan Énergie. Donc toujours dans la même démarche et afin de pouvoir participer au collège de Morbihan Énergie à raison d'une réunion par trimestre, il était nécessaire que nous puissions désigner un élu de l'agglo qui puisse siéger dans ce collège. Donc là, il vous est proposé de désigner Pascal Puiset, donc en qualité de représentant de l'agglo, donc auprès du collège des représentants des EPCI de Morbihan Énergie. Donc, y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, y a-t-il des abstentions à un vote à main levée? Des votes contre? Donc, je vais soumettre aux voix cette délibération numéro 32. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 33. Donc là, il s'agit de modification du règlement intérieur, donc création d'une commission mobilité. Donc, c'est lié à la dissolution du syndicat mixte des transports. Donc, on acte de la création de la commission. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 34. Donc là, il s'agit de la présentation du rapport d'activité du Conseil de développement au titre de l'année 2023-2024. Donc, vous avez eu les éléments qui vous ont été annexés donc à votre délibération. Donc, qui retranscrit en fait toutes les actions et tout ce qui a été mené au cours de ces 2 années par notre Conseil de développement. Je vous rappelle qu'il est composé de 30 personnes, parité hommes-femmes, avec 2 représentants par commune. Donc vous avez pu en prendre connaissance. Je vais me permettre, au titre voilà, de nos représentants au Conseil du développement, de vous faire la synthèse sur les grandes lignes et sujets qui ont été évoqués. Donc il y a eu la mise en place d'une gouvernance collégiale
et un renouveau aussi de membres. Il faut savoir qu'à cette date, nous sommes à 27 membres, donc sur les 30. Donc il conviendra et les services se rapprocheront des communes concernées afin que nous puissions avoir la proposition de nom d'habitantes ou d'habitants de votre commune qui viendrait donc compléter et atteindre cette composition de 30 membres. Il y a eu au cours de l'exercice écoulé des formations qui ont été octroyées sur des thématiques différentes. Il y a eu la thématique de l'énergie, de la mobilité, du plan vélo, la révision du SCOT, la capacité d'accueil, la biodiversité et un forum sur l'intelligence artificielle. Ils ont également été associés à différentes politiques, un sujet qui a été porté par Claude Baudet sur le parcours relations usagers. Ils ont accompagné également la délégation de Jean-Pierre Bernard sur le diagnostic local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ils ont également accompagné Norbert Samama sur la compétence aménagement du territoire dans le cadre de la révision du SCOT. Également avec Jean-Pierre sur le contrat local de santé, et puis avec Pascal Puiset sur l'écriture du plan de mobilité. Ils sont donc, vous le constatez, associés au sujet majeur de nos politiques publiques et de la stratégie que nous portons au travers de l'aménagement de notre territoire. Il y a eu aussi d'organiser des rencontres inter-conseils de développement. Donc je salue aussi l'ouverture qu'ils ont eue auprès des conseils de développement des autres agglomérations. Donc ils ont pu échanger sur leur manière de travailler et leur vision. Il y a eu aussi l'organisation de réunions publiques. Il y en a eu une d'organisée le 30 mai 2024 sur la thématique de l'énergie. Et celle qui se tiendra la prochaine sera sur l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Et elle se tiendra le 27 mars 2025. Et puis aussi pour faire vivre leur action, il y a eu aussi un développement d'outils numériques de travail et de communication mis à leur disposition, la mise en place d'un site internet et également d'une newsletter qui est en cours de construction et qui sera déployée en janvier 2025. Donc il est important de voir qu'ils sont dans une belle dynamique. Je salue aussi, puisque lors des 5 réunions publiques que nous avons organisées dans le cadre de la révision du SCOT, les membres du conseil de développement ont été présents à toutes les réunions. Donc je tiens, au nom de tous les élus du conseil communautaire, à saluer leur engagement, leur mobilisation pour être à nos côtés et porter aussi leur regard sur nos politiques publiques. Donc voilà en quelques mots résumés, voilà le document qui vous avait été annexé. Alors je ne sais pas si vous avez des observations ou informations nécessaires sur ce sujet. Eh bien écoutez, je vous propose de prendre acte donc du rapport d'activité. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est donc adopté. Le point numéro 35, donc il s'agit du rapport social unique 2023, le RSU. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 36, il s'agit de la création et transformation de postes avec l'actualisation du tableau des effectifs. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 37, mise à jour du règlement du temps de travail. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 38, il s'agit de la mise en œuvre d'un nouveau RIFSEP. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 39, mise en place d'une prime d'intéressement à la performance collective pour l'enseignement musical. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 40, donc ça, il convient que je vous présente un bilan puisque, vous le savez, l'Agglo ainsi que 2 communes du territoire, le Croisic et le Pouliguen, avons eu un audit de la Chambre régionale des comptes
relatif à la stratégie d'érosion du trait de côte. Il convient, au bout d'un an, de revenir sur les recommandations et de pouvoir ainsi faire un point d'étape sur les actions menées depuis ce rapport, qui, bien sûr, vous le comprendrez, est venu s'annexer et intégrer, bien sûr, la démarche d'élaboration de notre stratégie locale de gestion et d'érosion du trait de côte. Les questions qui s'étaient posées sur les enjeux étaient celles-ci. Faut-il protéger? Faut-il laisser faire la mer? Faut-il envisager le repli de certains biens? Quelle répartition des maîtrises d'ouvrage dans la gestion des ouvrages de lutte contre l'érosion entre propriétaires privés, établissements publics, communes et intercommunalités? Tout ceci avec quel financement? Quelles conséquences également locales de la loi climat et résilience du 24 août 2021 ainsi que l'ordonnance du 6 avril 2022 sur le volet du trait de côte? Et quelle cartographie à 2050, à 2120 des zones de recul du trait de côte et des réglementations d'urbanisation? Voilà donc une liste non exhaustive de toutes les questions très concrètes auxquelles nos territoires sont soumis. Donc, dans les réflexions et les débats que nous avons menés, nous avions initialement prévu sur 2 ans, de 2021 à 2023, de finir l'élaboration de la stratégie locale de gestion du trait de côte. Celle-ci est donc toujours en cours. Nous sommes fin 2024. Nous travaillons aussi sur un point, c'est la complexité de l'élaboration des cartes de recul du trait de côte, les conséquences de la loi climat et résilience et l'importance qui sera donnée à la concertation explique ces délais supplémentaires. C'est d'ailleurs un sujet lors d'une réunion publique qui s'est tenue au Croisic où nous avons abordé avec les élus, les habitants, les associations, justement la situation de stratégie d'érosion du trait de côte. Il faut savoir que les cartes que nous avions ne sont pas tout à fait finalisées, qu'elles sont en cours et que l'examen de la mise en œuvre des recommandations de la Chambre régionale des comptes tient compte bien sûr de cette situation et avait bien noté que nous étions sur un travail d'élaboration et de finalisation de cette stratégie. Donc je rappelle que la recommandation numéro 1 était de recenser les enjeux menacés par l'érosion côtière à 30 ans et à 100 ans sur l'ensemble du territoire communautaire et procéder à l'estimation de leur valeur économique. Donc c'est ce travail qui sera prévu dans le cadre de l'élaboration de la stratégie locale. Donc, vous l'aurez compris, pour ce faire, à 50 ans et à plus, il nous faut finaliser les cartes. Donc dès la validation des cartes, le calcul du nombre d'enjeux, c'est-à-dire le nombre de logements, de kilomètres de routes, de réseaux et d'équipements publics, sera réalisé et c'est ainsi que nous pourrons évaluer la valeur économique de ces biens. La recommandation numéro 2 était d'assurer la coordination de la compétence gestion du trait de côte au sein de l'agglomération et offrir ainsi un appui technique aux communes membres qui en ont besoin. Donc, les élus de l'agglo ont approuvé le principe du rôle de coordination et d'appui technique de l'agglo auprès de ses communes membres en matière de gestion du trait de côte. Pour conduire à cette action, l'agglo recrutera en 2025 un chef de projet contractuel qui sera donc sur un contrat de projet de 3 ans. Cet agent sera également mutualisé avec Saint-Nazaire Agglomération qui garantira ainsi une démarche concertée entre les 2 territoires et ce, dans la continuité et la logique du partenariat engagé entre les 2 EPCI avec le CEREMA. La recommandation numéro 3 était de finaliser dans les meilleurs délais donc l'élaboration de la stratégie. Celle-ci est donc en cours et elle sera présentée et soumise au conseil communautaire de l'agglo
dans le courant du premier semestre 2025. Sur le point numéro 4, recommandation 4, il s'agissait de respecter les règles d'inconstructibilité imposées par la réglementation du PPRL dans la bande d'érosion côtière en ne délivrant plus d'autorisation d'urbanisme sur le secteur concerné. Donc je rappelle que cette recommandation concerne 2 communes, c'est la commune donc de Piriac-sur-Mer et la commune du Pouliguen. Sur la recommandation numéro 5, donc intégrer dans les PLU la future cartographie locale d'exposition au recul du trait de côte, donc en cours d'élaboration. Là également, cette recommandation concerne 2 communes, Piriac-sur-Mer et le Pouliguen. Donc l'intégration de ces cartes, à noter qu'elles relèvent des communes qui ont ou qui auront délibéré au titre de la loi Climat et Résilience pour être inscrites sur le décret. Aujourd'hui, nous avons 2 communes qui ont délibéré. Il s'agit de la Baule-Escoublac et de Asserac. Donc, dans la mesure où les plans de prévention des risques littoraux existent et réglementent l'urbanisme au regard du risque érosion, toutes les communes, y compris celles de La Baule et Asserac, peuvent continuer à utiliser ces outils. Les cartes qui seront donc finalisées à 2050 et 2120 donneront la connaissance sur le recul du trait de côte et les enjeux touchés. Les communes devront donc exploiter cette information pendant un temps au moins à titre informatif auprès de la population et préventif avant de le traduire dans le futur dans leur plan local d'urbanisme. La recommandation numéro 6 était donc favoriser la mise en place d'un plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI. Cette recommandation avait été également faite aux communes de Piriac-sur-Mer et du Pouliguen. Donc pour un rappel, nous avons confié l'agglomération à l'agence DDRN, donc l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire, une mission d'information et de pédagogie sur le sujet du PLUI, qui vous sera présenté, c'est pareil, en 2025, et pour lequel, mais c'est ce que je vous propose depuis le début, à ce que nous délibérions à ce moment-là sur la mise en place ou pas d'un PLUI sur notre agglo. L'objectif étant que ce soit statué et qu'au prochain mandat, il ait été acté que l'agglo ou pas se lance dans une démarche de PLUI. Pour ce faire, on vous apportera tous les éléments pour vous positionner sur la démarche d'un PLUI. Je vais être basique, avantages, inconvénients, pour que chacun ait le même niveau d'information sur ce sujet. La recommandation numéro 7, donc c'était d'intégrer dans le futur scope de l'agglomération les éléments de contenu relatifs à la gestion du trait de côte prévus par le SRADET de la région Pays de la Loire, et donc les nouvelles dispositions des articles du Code de l'urbanisme. Le SCOT, donc toujours en cours, prévoit bien d'intégrer cette mesure. La recommandation numéro 8, informer le grand public sur le site internet de la collectivité des risques liés à l'érosion côtière, en faisant figurer notamment le contenu de la stratégie locale du trait de côte une fois qu'elle sera adoptée, en particulier la cartographie de projection de recul du trait de côte. Donc le site internet qui est en cours de refonte au niveau de l'agglo prévoit bien d'informer de manière générale le grand public sur les risques liés à l'érosion côtière, et il renverra également vers les outils réglementaires, et dès leur approbation, les cartes qui seront adoptées dans le cadre de la stratégie seront bien sûr mises à disposition. Donc ce travail sera réalisé également au cours de l'année 2025. Donc voilà l'exercice et les travaux qui sont menés depuis un an. Alors ça prend du temps, oui. Est-ce normal? Oui, parce qu'on définit une stratégie à horizon 2050-2120. Étant entendu, et je pense qu'on est tous d'accord que les choses dans le temps ne sont pas figées, ce seront la cartographie à 2024-2025. Tout ceci, bien sûr, dans les décennies à venir, devra s'adapter aux réalités
et aux données qui seront annexées, ajoutées ou qui feront un point sur ce sujet. Donc voilà, mais pour vous indiquer que nous sommes bien tous mobilisés sur ce sujet d'enjeu. Alors, s'il y a des ajouts, des compléments à ce sujet? Eh bien, écoutez, oui, alors, Monsieur Samama, j'espérais une intervention quand même. Oh. Monsieur le Président, alors de manière très très simple, je m'étonnerai toujours de la manière dont le sujet a été pris en main par la Chambre régionale des comptes, dans la mesure où, malgré tout, nous sommes sur une demande de la Chambre régionale des comptes qui est concernant nos communes de s'inscrire sur la liste du décret. En l'occurrence, il faut rappeler que la loi climat et résilience précisait bien qu'il était loisible aux conseils municipaux de se prononcer pour savoir s'ils souhaitaient s'inscrire sur ce décret. Donc j'ai bien noté que le législateur a un pouvoir, mais qu'il y a d'autres pouvoirs partagés qui font que pour le coup, on pourrait à nous, communes, nous imposer la chose. De la même manière, et j'estime que c'est une appréciation d'opportunité, au titre du PLUI, dans la mesure où il faut rappeler, et je pense que c'est quelque chose que l'État occulte de plus en plus, qu'il existe un principe de libre administration des collectivités, et notamment de nos communes. Donc, aujourd'hui, nous sommes en revendication d'une certaine autonomie, voire peut-être, pour certains d'entre nous, d'une évolution sur la décentralisation. Si la décentralisation doit se traduire par des injonctions quant à notre manière de choisir notre destin ou notre futur ou notre aménagement futur, eh bien écoutez, non, moi je ne traduis pas et je ne considère pas que le principe de libre administration que nous devons porter et qui fonde nos communes doit être balayé de la sorte. Donc aujourd'hui, je rappelle et je souhaite qu'on rappelle ce principe de libre administration. Nous avons aussi une forme d'indépendance vis-à-vis de toutes les institutions, qu'elles soient étatiques ou non. C'est ce qui nous permet d'avoir une certaine indépendance et peut-être une marge d'appréciation et de décision. Sauf à ce que demain, nous n'en ayons plus du tout. Et troisième point qui me paraît aussi fondamental, et c'est un point sur lequel nous répondrons, nous, à ces recommandations, parce que nous devons, nous, en tant que commune, y répondre également. Je tiens juste à préciser qu'on nous demande effectivement une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Nous y sommes engagés, mais des décisions qui devaient être prises à fin juin et qui n'ont pas pu l'être par le Comité national du trait de côte, puisque vous connaissez tous les mouvements politiques que vit notre pays, c'est que nous n'avons toujours pas de réponse suffisamment étayée, ferme et une projection importante sur le financement dont nous pourrions disposer à l'avenir. Et ça, la question, elle demeure. Et il est important que, alors, elle continue à être alimentée, et nous avons la chance que Madame Panonacle ait été à nouveau, comment dirais-je, confirmée dans ses attributions au titre du Comité national du trait de côte, et elle défend ce point âprement quant au financement des collectivités pour faire face à cette érosion. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité, et il est important que l'État prenne conscience que les enjeux nécessitent cette visibilité en matière de financement. Et nous le rappellerons dans la réponse que nous ferons, parce que nous l'avons déjà rappelé lorsque nous avons émis des observations quant au rapport définitif qui a été fait par la Chambre régionale des comptes. Et puis en cela, je vous rejoins aussi tout à fait, Monsieur le Président, nous sommes sur un risque lent, et il vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses, et je pense que c'est ce que se donne notre intercommunalité, dont ça n'est pas la compétence, il faut le rappeler, et qui pourtant se donne les moyens, alors, soit de prendre du temps, mais de prendre du temps pour bien faire les choses, parce que effectivement, lorsque nous aurons acté de la manière dont nous aborderons cette stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, eh bien là, nous aurons un suivi, nous aurons une gouvernance, nous aurons une acculturation et une information vis-à-vis de la population, et une intégration qui pourra se faire avec une certaine liberté dans nos documents d'urbanisme,
mais une intégration qui, là, aura des portées majeures et dont il faut prendre le temps pour bien faire les choses, sachant que des réponses seront apportées sur ces échéances, aussi bien à 2050 que 2120. Merci Norbert Semarin pour ce partage et ce point de vue, tout en sachant que nous avons mené différents ateliers et que le dernier, je dois le saluer parce qu'il est important, sur les 15 communes et 15 maires, nous avons tous trouvé un consensus sur la manière dont nous allions poser la stratégie. Ce qui est important pour qu'il y ait aussi sur notre territoire ce que je vais considérer comme un traitement équitable en fonction du lieu où l'habitant habite au niveau du littoral et que ce soit aussi au niveau activité économique. Donc je salue aussi ce consensus trouvé et qui nous permet de passer une étape importante. Et bien sûr, la stratégie, comme je l'ai indiqué, sera annexée bien sûr à notre nouveau SCOT qui aura une durée de vie jusqu'en 2040 et qui devra lui être approuvé en décembre 2025. Voilà pour vous donner un peu d'éléments de calendrier. Eh bien écoutez, là il s'agit de prendre acte du retour sur les actions portées depuis le rapport de la CRC. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Les points suivants, donc il s'agit là de l'attribution de fonds de concours. Donc je vais demander un déport de voix des élus de Camouel, de Bernard. Donc il s'agit d'attribuer un fonds de concours général 2023-2024 et régularisation 2029, attribution à Camouel pour création de 4 logements sociaux. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point 42, déport de vote des élus d'Herbignac. Là, il s'agit d'un fonds de concours général 2024, attribution pour Herbignac pour la rénovation énergétique de la mairie. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 43, déport de vote des élus baulois. Fonds de concours général 2024, attribution La Baule, promenade de mer, tranche 1, maintien du trait de côte 2023, 2024, 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 44, donc déport de vote des élus de Piriac-sur-Mer. Donc il s'agit du fonds de concours général 2019, changement d'affectation pour la requalification de la place Vignoboule. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 45, là aussi, déport de vote des élus de Piriac-sur-Mer. Donc là, il s'agissait du fonds de concours général 2022 avec un changement d'affectation et également sur la requalification de la place Vignoboule. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Et le point numéro 46, déport de vote des élus de Saint-Molf. Donc il s'agit du fonds de concours général 2024, attribution pour Saint-Molf pour le PAVC 2025. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et puis le dernier point, le point numéro 47. Donc là il s'agit des travaux de construction du conservatoire intercommunal. Il s'agit de autoriser à la signature d'un marché de travaux. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour et je profite aussi de cette assemblée avant de partager un moment de convivialité pour vous donner une information qui est liée à ce que vous pouvez avoir découvert sur les réseaux ou la presse sur le sujet de l'hôpital intercommunal de la presqu'île de Guérande, sur la fermeture de ce qu'on appelle la médecine C relatif aux soins palliatifs. C'est un sujet que nous avons évoqué en conseil de surveillance de l'hôpital intercommunal mardi dernier, puisqu'en tant que maire de Guérande, je suis président du conseil de surveillance et je suis accompagné de nos collègues Jean-Pierre Legrand sur la commune du Croisic adjoint, de Jean-Pierre Bernard
qui représente la commune de Mesquer. Je suis également accompagné de Christelle Chassé qui représente le département et également de Pascal Puiset. Donc nous sommes 5 élus représentants de la presqu'île à siéger au sein de ce conseil de surveillance avec les usagers, les représentants du personnel et médecins. C'est une mauvaise nouvelle qui arrive puisque depuis quelques mois est engagé par l'équipe de direction et le docteur Paul Pelage qui est médecin au Croisic aussi à l'IPI. Nous avions un recrutement qui était en bonne voie, je dirais même en très bonne voie, pour lequel un optimisme franc s'était déclaré auprès des services de l'IPI. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée. Le médecin ne donnera pas suite et ne viendra donc pas pratiquer sur l'IPI. Ce qui pose un contexte, et vous l'aurez compris, délicat, puisque il s'agissait en fait de remplacer un médecin qui partait à la retraite. Donc, bien sûr, la direction de l'hôpital avait cette information bien en amont de ce départ en retraite, et ça fait des mois qu'il se mobilise pour trouver et recruter un praticien hospitalier pour assurer ce service-là. Bon, la situation est délicate et compliquée. Gros coup au moral des équipes de l'IPI, enfin mes collègues peuvent en témoigner, ça fait l'objet de beaucoup d'échanges. Donc nous restons mobilisés. L'hôpital dont la direction est mutualisée avec celle de l'hôpital de Saint-Nazaire active tous ses réseaux au niveau ressources humaines et autres. Donc là, il y a une mobilisation, mais à date sans médecin, il n'y aura pas d'autre solution que de fermer ce service globalement à fin février. Bon, vous le savez, la santé est un sujet, que ce soit au niveau des médecins profession libérale dans le privé, le public subit le même effet et la même pénurie et même difficulté à recruter. Bon. Donc surtout, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, tous ceux qui peuvent avoir dans leur réseau cercle des médecins qui pratiquent déjà dans une collectivité publique, à mettre en avant, et ça j'en doute pas, l'attractivité de notre territoire, et pouvoir ainsi faire le relais, parce que nous sommes tous, et je pense que ce sujet n'en est pas un, aux côtés de notre hôpital public, qui répond quand même à un besoin sur notre presqu'île, d'une part de vieillissement de notre population, et qui évite aussi, parce que c'est un frein aussi de mobilité, à ce que nos aînés ou les familles soient obligés systématiquement de se rendre à Saint-Nazaire. Donc on se doit, et je pense que collégialement on le porte, de maintenir ce service public. Donc on en appelle à un médecin pour qu'il rejoigne l'équipe. Je voulais faire ce point d'information parce que, comme vous tous et tous vous le savez, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais bien, rassurez tout le monde que nous sommes mobilisés et en soutien total sur cette recherche de médecins praticiens. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était donc notre dernier conseil communautaire de l'année 2024. Alors, je vous invite, à ceux qui le peuvent, à partager un moment de convivialité en fond de salle. Si toutefois certains d'entre vous avaient des obligations, je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, des bons moments avec vos proches et en famille. Et vous avez vu, l'année 2025 sera un minima au rythme de 2024. N'en doutez pas. Merci à toutes et tous et très belle soirée.